Bien, bonjour. Nous sommes à l'Institut Curie. Nous sommes là pour un Facebook Live pour Octobre Rose, dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut Curie et le réseau de recherche collaborative Sentinelle. Aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder est femmes jeunes et cancer. On a la chance aujourd'hui de recevoir le docteur Sophie Franck, qui est gynécologue médicale et qui va introduire cette thématique. Et puis, au fur et à mesure de la session qui va durer 1 heure, on va répondre en direct à vos différentes questions. Donc, bonjour Sophie, je te laisse te présenter, nous présenter tout ça. Bonjour, donc Sophie Franck, donc je suis gynécologue médicale de formation et je travaille à l'Institut Curie à la fois en oncologie médicale, aussi en oncogénétique, et je m'occupe d'une partie des consultations d'oncofertilité. Voilà, je pense que c'est important comme thème d'aborder les femmes jeunes. Il y a des thématiques assez spécifiques, la fertilité, l'oncogénétique un petit peu plus fréquemment, et puis après sur le plan psychosocial, c'est aussi une période différente de la vie où il y a l'articulation avec la vie familiale, la vie professionnelle, et tout ça est chamboulé forcément par le cancer. Donc il y a des thématiques un peu spécifiques aux femmes jeunes. Voilà, que je pense qu'on va aborder à travers vos questions aujourd'hui. Alors, Sophie, les premières questions qu'on a sont les questions de Céline et d'Audrey qui posent étonnamment les mêmes questions. Elles nous parlent de troubles de mémoire, de troubles de concentration, de difficultés un petit peu cognitives après les traitements, notamment par chimiothérapie, mais aussi sous hormonothérapie. Et elles nous parlent des difficultés à reprendre éventuellement leur activité professionnelle. Est-ce que tu peux répondre à ces interrogations? Est-ce que tout ça va s'améliorer avec le temps ou est-ce que ça risque d'être plus difficile et comment améliorer ça? Alors ça, c'est vrai que c'est une thématique qu'on aborde souvent en consultation. En fait, il y a des données sur effectivement qu'il y a des troubles cognitifs assez à long terme après les traitements, sans que ce soit bien établi la cause et la fréquence, parce que c'est assez récent qu'on s'intéresse à ces thématiques. Et c'est souvent des choses assez compliquées parce que c'est souvent multifactoriel. Il y a une partie souvent de troubles de la concentration qui peut être liée à la fatigue, qui elle-même est souvent multifactorielle, des troubles du sommeil, les séquelles du traitement, éventuellement des effets secondaires des traitements. Donc c'est vrai que c'est toujours assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de données sur des choses très spécifiques, mais il y a plein de pistes de recherche sur des thématiques d'entraînement cérébraux. Il y a des équipes qui proposent des bilans un peu neuropsychologiques pour déjà essayer de mieux comprendre et peut-être mieux identifier. Voilà, donc pour l'instant, je trouve encore à l'étude. En tout cas, c'est sûr que ça existe. Les patientes en parlent régulièrement en consultation. Et je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse un petit peu plus. Merci Sophie. Alors on voit venir des premières jeunes femmes qui sont sur Facebook et qui, donc on va dire bonjour à Véronique, à Marine, à Caro. On espère que vous serez beaucoup plus nombreuses au cours de cette session. Donc on rappelle que la session a pour but de parler des femmes jeunes confrontées au cancer. Donc on va continuer avec une autre série de questions, notamment de Pascaline et de Géraldine qui sont ok, mais je souhaite une grossesse et je suis sous hormonothérapie. Donc, comment ça se passe cette situation? Est-ce que l'hormonothérapie contre-indique la grossesse ou est-ce que l'hormonothérapie peut être interrompue? Quand et comment faire? Alors ça, c'est aussi effectivement une thématique qu'on aborde souvent. La grossesse est effectivement contre-indiquée pendant le temps de l'hormonothérapie. Il y a des effets malformatifs décrits avec l'hormonothérapie qu'on donne le plus fréquemment aux femmes, qui est le tamoxifène, avec une nécessité, quand il y a un projet de grossesse, d'avoir au moins 3 mois sans traitement avant de pouvoir démarrer une grossesse. Donc c'est sûr que c'est important et que c'est pas possible d'envisager une grossesse sous traitement. Après, il est vrai qu'on réfléchit souvent avec nos patientes à des interruptions d'hormonothérapie un peu en avance.
Le traitement standard est souvent de 5 ans, parfois maintenant jusqu'à 10 ans. Et c'est vrai que c'est pas toujours compatible en fonction de l'âge de la patiente au moment du diagnostic. Ça, c'est une discussion avec les médecins qui prennent en charge la patiente, parce que c'est vrai que si on interrompt une hormonothérapie en avance, on perd probablement un petit peu du bénéfice de ce traitement. Mais voilà, c'est une discussion qu'on peut avoir, qu'on a rarement avant 2 ou 3 ans de traitement, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum de traitement et un temps de surveillance aussi pour s'assurer que tout aille bien avant ce projet-là. Mais en tout cas, on peut discuter de pause. Alors d'abord, non, on peut écouter cette conférence, quel que soit son âge, et 50 ans, Véronique, c'est jeune, et c'est d'autant plus vrai que je me rapproche de cet âge. On va répondre aux questions de Karienne sur les conséquences de la chimiothérapie sur la fertilité. Là, c'est un sujet qui inquiète beaucoup les femmes jeunes. Sophie, est-ce que tu peux nous parler spécifiquement des tranches d'âge, par exemple, et à quelle tranche d'âge s'associent quelles conséquences? Alors c'est vrai que quasiment toutes les chimiothérapies ont un impact sur la fertilité. Il y a différents types de chimiothérapie et différents protocoles de chimiothérapie qui n'ont pas le même impact et effectivement qui n'ont pas le même impact en fonction de l'âge de la patiente. C'est vrai que la fertilité décroît naturellement avec l'âge et décroît un petit peu plus rapidement après l'âge de 38 et encore un petit peu plus après l'âge de 40 ans. Donc c'est vrai que c'est des âges à partir desquels l'impact de la chimiothérapie va être aussi un petit peu plus important et donc la fertilité probablement un petit peu plus compliquée. C'est vrai que on voit quasiment toujours un arrêt de règles pendant la chimiothérapie, mais qui est pas toujours synonyme d'infertilité derrière. Si on prend par exemple les chimiothérapies qu'on utilise fréquemment dans le cancer du sein, les grossesses sont possibles après et la majorité des grossesses décrites après cancer du sein sont des grossesses spontanées. Mais c'est vrai qu'il y a un petit impact de la chimiothérapie sur la fertilité. Et dans ce contexte-là, on discute de techniques de préservation d'ailleurs de la fertilité. Alors, une remarque de Caro Olin, c'est qu'elle a 34 ans et qu'elle a 10 ans de tamoxifène à faire, apparemment, et décapéptile. Alors, ce que lui ont recommandé ses oncologues. Donc, est-ce que tu peux répondre à Caro sur... j'imagine que sa remarque est liée à la question de la grossesse. Quand on a 34 ans et qu'a priori on a prévu 10 ans de traitement, comment on fait éventuellement, pratiquement, pour éventuellement entamer un projet de grossesse? Bon, si on a 34 ans à l'initiation, ça veut dire 44 ans à la fin du traitement. Effectivement, c'est un âge où ça paraît compliqué d'envisager une grossesse parce que, voilà, spontanément, à partir de 44 ans, de toute façon, les grossesses sont plus compliquées à obtenir. Donc, c'est sûr que c'est le genre de cas où on discute d'une interruption d'hormonothérapie en avance. Dans ce cadre-là, le moment où on peut envisager cette interruption, c'est un compromis en quelque sorte à trouver avec l'oncologue qui suit cette patiente pour avoir un peu du bénéfice du traitement et en même temps effectivement pas attendre jusqu'aux 10 ans. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Alors, une remarque pour celles qui nous regardent, c'est qu'actuellement, il y a la possibilité de participer à une étude qui porte spécifiquement sur la question de la fertilité, de la contraception, de la grossesse, qui est fait dans le cadre du réseau de recherche collaborative Sentinelle, qui est mené par une chercheuse et médecin de l'Institut Curie, qui est le docteur Amy Petit. Et donc, vous pouvez aller sur le site des Sentinelles et participer à l'étude féerique. Et pourquoi ce docteur Amy Petit a fait cette étude? Parce qu'on manque de données sur la notion de grossesse et cancer, et notamment grossesse et cancer du sein. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir participer à cette étude parce que ça nous permettra de mieux comprendre cette association et de voir comment on peut améliorer les prises en charge des patients. Une remarque là de l'une des personnes qui nous suit, qui s'appelle Céline, et qui nous dit est-ce qu'il y a à la fin du tamoxifène une diminution de la fatigabilité, parce qu'elle constate
qu'elle est fatiguée, que quand on est une femme jeune et qu'en plus on est maman comme ça a l'air d'être le cas, eh bien le travail plus la famille plus d'autres activités plus le traitement, eh bien ça rend les choses difficiles. Quelles sont les causes de cette fatigabilité? Est-ce que c'est le quotidien tout simplement indépendamment du cancer, ou est-ce que le traitement du cancer ajoute à la fatigabilité du quotidien? Est-ce qu'il y a de la dépression induite par le cancer? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Oui, alors si on répond sur le thème de la fatigue, c'est aussi toujours quelque chose de compliqué parce qu'il y a souvent plusieurs facteurs qui se mélangent. C'est sûr que l'hormonothérapie, par exemple le tamoxifène, peut induire une fatigue et une fatigabilité. C'est des symptômes qui régressent effectivement à l'arrêt du traitement, pas forcément le lendemain de l'arrêt. Souvent il y a quand même 2-3 mois pour un peu récupérer, mais c'est vrai que ça se cumule souvent, la vie quotidienne, effectivement la vie familiale. Il peut y avoir effectivement une fatigabilité qui est peut-être liée au psychologique et ça va pas forcément, c'est pas forcément que lié au traitement, et donc il y a peut-être d'autres choses à faire pour améliorer les choses. Donc souvent c'est une prise en charge de plusieurs facteurs, mais celle liée directement au traitement généralement régresse à son arrêt. Donc on est d'accord que il y a plusieurs éléments dans la fatigabilité. Il y a les éléments de la vie et du quotidien auxquels le travail et la vie de famille peuvent largement contribuer. Je crois que nous en savons tous les deux quelque chose. Et ensuite, se rajoutent là-dessus les effets du traitement. Et les effets du traitement, pendant la période de traitement, évidemment, c'est très lourd. Après la période du traitement, ça peut persister un peu, mais ça a tendance plutôt à se normaliser. C'est ce que tu dis. On va revenir sur... j'imagine que ça se prononce Charienne ou Carienne, je ne sais pas le prononcer, qui nous demande, mais finalement, est-ce qu'il faut faire des prélèvements d'ovocytes avant la chimio, ou est-ce que c'est mieux de faire la chimio et faire ces prélèvements après? Est-ce que tu peux nous dire ce qui est le mieux en fait, et ce qui est surtout le mieux étant ce qui est le plus efficace pour obtenir une grossesse après? Alors c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure la discussion de la préservation de la fertilité. C'est sûr que la chimiothérapie est un des traitements majeurs qui a un impact sur les ovaires et donc un impact sur la fertilité. Si on doit discuter de techniques de préservation de la fertilité, il est plus logique de le faire avant le traitement qui a ses effets secondaires, donc plutôt avant la chimiothérapie. On peut effectivement dans ces techniques discuter de prélèvement d'ovocytes avec ou sans stimulation. Voilà, il y a d'autres techniques aussi de mettre par exemple les ovaires au repos avec des médicaments pour essayer de diminuer l'impact de la chimiothérapie. Faire un prélèvement d'ovocytes dans un second temps, ça a un petit peu moins de sens parce qu'il y a déjà eu la toxicité de la chimiothérapie. Alors après, est-ce qu'on peut préciser, parce que finalement tu dis prélèvement d'ovocytes, mais finalement est-ce que le prélèvement d'ovocytes il est vraiment... est-ce qu'on peut l'effectuer dans tous les cas et de manière efficace et dans un temps qui est raisonnable lorsqu'on a une femme jeune qui est confrontée éventuellement à une forme de cancer pour lequel les traitements, et notamment le traitement chirurgical ou la chimiothérapie, sont urgents? Est-ce que c'est vraiment la même efficacité? Alors c'est sûr que c'est pas la même efficacité que les prélèvements qu'on compare souvent aux prélèvements faits dans le cadre de l'infertilité, parce que c'est là où on a le plus de données. C'est sûr qu'il faut mener tous les objectifs. La priorité reste toujours avoir un traitement oncologique correct, parce que c'est ça bien sûr la priorité. Et puis dans la préservation de la fertilité, la difficulté c'est que on est assez mauvais pour prédire la fertilité des patientes, pour la prédire le moment où on a le diagnostic du cancer, où on se pose ces questions, et puis encore un peu plus mauvais pour prédire dans quelques années quand il y aura vraiment le projet de grossesse. Donc c'est vrai que la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas certain qu'il y a toujours une nécessité de préserver la fertilité, parce que la plupart du temps, les grossesses qui ont été décrites après cancer du sein sont des grossesses spontanées. Mais il y a une certaine inconnue, à savoir quelle patiente va pouvoir avoir une grossesse spontanée et quelle autre ne va pas pouvoir. Et donc c'est vrai que dans ce doute-là,
on propose des techniques de préservation de la fertilité où bien sûr en fonction du traitement qui va être envisagé, on va s'adapter pour ne pas retarder le traitement. Alors si on prend l'exemple, parce que tu l'as soulevé, d'une chirurgie en premier, c'est vrai que généralement on a entre 4 et 6 semaines après la chirurgie pour envisager la chimiothérapie, et donc dans ce temps-là, on a le temps de discuter parfois de stimulation ovarienne et de préservation d'ovocytes. Quand on doit commencer par une chimiothérapie, c'est sûr que là on est un petit peu plus pressé par le temps et où on doit envisager d'autres techniques de préservation qui prennent moins de temps. Alors Camille, qui a 26 ans et qui est confrontée à un cancer du sein triple négatif, qui est actuellement en traitement par chimiothérapie et qui nous pose la question, est-ce que je peux reprendre une vie normale à 26 ans après ces gros traitements ou va-t-il y avoir d'autres épreuves quand on a 26 ans, un cancer triple négatif et une chimiothérapie? Qu'est-ce que tu peux nous dire? En tout cas, je crois qu'il faut, oui, alors reprendre une vie normale, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'une vie normale, mais en tout cas, reprendre la vie qu'elle a envie de reprendre. Il n'y a aucune limitation particulière à avoir, en particulier, par exemple, sur l'activité physique, et l'activité physique a même été montrée comme bénéfique pour plein de choses, y compris le risque de récidive d'un cancer du sein. En tout cas, il n'y a pas de limitation a priori. Bien sûr, s'il y a des symptômes séquelaires, par exemple, des traitements, il faut s'adapter et parfois s'écouter, mais il n'y a pas de limitation a priori à avoir. Bien sûr, il y a des précautions après le diagnostic d'un cancer du sein, par exemple sur le type de contraception. C'est vrai que même après un cancer du sein triple négatif, par exemple, on n'autorise pas les contraceptions hormonales. Voilà, il y a des choses comme ça, mais sinon, dans le quotidien, je crois qu'il n'y a vraiment pas de limitation à avoir. Alors, une réponse à Marine. Là, je commence à progresser dans la compréhension de vos acronymes sur Facebook. Donc, Marine, effectivement, le cancer du sein métastatique chez les femmes jeunes est une question extrêmement importante, et le cancer du sein métastatique en général est un sujet extrêmement important. Nous ferons une session dédiée au cancer du sein métastatique dans pas très longtemps sur Facebook, de manière à répondre plus en détail à vos questions sur cette thématique particulière. Mais oui, c'est un sujet, et c'est un sujet d'autant plus important que, comme vous le dites, les femmes sont jeunes. Ça reste un vrai sujet grave aussi pour les femmes âgées, mais c'est pas les mêmes thématiques, et donc il faut qu'on puisse y répondre dans le détail. Et on fera un Facebook Live spécial cancer du sein métastatique. Valou nous expose le fait qu'elle est porteuse d'une mutation du gène BRCA2. Et la question que je poserais, puisque Valou ne nous pose pas vraiment directement de questions, c'est quand est-ce qu'on cherche des modifications génétiques qui expliquent les cancers quand on est une femme jeune? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Je dois dire aussi que je crois que la semaine prochaine, il y a un Facebook Live dédié à l'oncogénétique. Mais en 2 mots, c'est vrai que la jeune au diagnostic est un des éléments qui va faire évoquer effectivement qu'il puisse y avoir une prédisposition génétique sous-jacente au cancer. Par exemple, un cancer du sein avant l'âge de 36 ans, même quand il n'y a pas d'antécédents familiaux, normalement justifie d'une recherche génétique. Et bien sûr, on va s'adapter s'il y a des antécédents familiaux de cancer, en particulier de cancer du sein et de cancer de l'ovaire, puisque c'est des cancers qui sont associés dans le contexte des mutations BRCA par exemple. Voilà, et puis bien sûr il y a d'autres cas de figure. Le sous-type de cancer du sein, par exemple, il y a un peu plus de cancer du sein triple négatif pour les patientes qui ont des prédispositions BRCA, en particulier BRCA1. Donc ça aussi, ça va mettre la puce à l'oreille pour faire cette recherche. Caroline nous dit que la vie est en fait presque beaucoup plus dure après le cancer que pendant le traitement. Nous explique avoir pris 30 kilos de plus, avoir perdu ses cheveux, avoir de l'hormonothérapie avec des effets secondaires importants. Elle a seulement 34 ans, c'est un âge où effectivement il est particulièrement douloureux d'être confrontée à autant de problèmes médicaux. Elle a l'impression d'avoir 70 ans. Elle nous parle d'une vraie inquiétude concernant la notion de rémission et de savoir si elle est guérie. Le vécu ici est particulièrement compliqué. Quand est-ce qu'on peut dire à un patient qu'il est guéri et quand est-ce qu'on peut reprendre sa vie
et à quel point on peut corriger le fait d'avoir des séquelles de tous ces traitements, qui certes sont très importants parce qu'ils guérissent, mais changent parfois radicalement la vie des gens. Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions dans la question. La notion de guérison, c'est une notion qui est difficile. En fait, la guérison, ça sous-entend que il n'y a pas de cancer au moment où on en parle et qu'on a la certitude qu'il n'y aura pas de récidive à l'avenir. Ça, c'est quelque chose en particulier dans le cancer du sein qui est difficile à affirmer parce que malheureusement, il est décrit des récidives à long terme. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de parler de rémission complète. Pour autant, il faut quand même reprendre sa vie. Alors, c'est vrai que s'il y a des effets secondaires du traitement, il faut en parler avec les médecins qui vous prennent en charge pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces effets secondaires. Il y a parfois des alternatives, en particulier si on parle de l'hormonothérapie, on a plusieurs types d'hormonothérapie, donc et plusieurs molécules dans les familles d'hormonothérapie. Donc parfois, on en essaye plusieurs pour essayer d'améliorer la tolérance. Et puis il y a des choses qu'on peut faire, l'activité physique, des choses parfois assez simples, mais qui permettent d'améliorer les choses. En tout cas, il faut essayer de reprendre. C'est un peu la question de la jeune patiente tout à l'heure. Il n'y a pas de raison de ne pas reprendre sa vie. Alors, il n'y a pas de raison, mais il y a quand même les effets de tout ce parcours qui bouscule tout. La question, c'était il faut être plus prudent, mais je crois pas. Oui, il faut essayer de tout faire pour considérer qu'on peut rebondir après, et malheureusement, les difficultés et les séquelles des traitements, on le sait trop bien, sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, sont le sujet de plusieurs très grosses études actuellement qui visent à essayer de comprendre quels sont les traitements et quelles sont les situations qui favorisent l'éclosion de séquelles de traitement. Parce que heureusement, les résultats font qu'on améliore la guérison de plus en plus de patientes et on commence à réfléchir très fortement à comment maintenant améliorer la qualité de vie après, puisqu'on arrive à guérir un certain nombre de patients. Là, on a une question qui est difficile. Il y a Véronica qui nous dit, mais est-ce qu'on peut guérir d'un cancer du sein triple négatif ? Alors oui, on peut guérir, bien sûr. Heureusement, la majorité des cancers du sein, y compris triple négatifs, on arrive à bien les traiter et à les guérir. Mais c'est vrai que c'est encore une fois un mot difficile à utiliser. Mais on sait que avec nos traitements, en particulier la chimiothérapie pour les cancers du sein triple négatifs, on arrive à obtenir des bons résultats. Alors, on a une autre question qui nous paraît très importante. C'est Marine, de nouveau, qui nous pose une question qui a été une source d'inquiétude, mais qui maintenant, cette inquiétude semble quand même s'éloigner un petit peu. Marine nous dit, mais j'ai de l'herceptine. Est-ce que sur le plan cardiaque, j'ai des risques importants sur le long terme ? Et moi, je vais rajouter une question à celle de Marine, c'est est-ce que finalement c'est la seule question, est-ce qu'il n'y a pas la radiothérapie, est-ce qu'il y a les anthracyclines? Tu peux nous dire un petit peu quel est le risque cardiaque des femmes jeunes quand elles ont été traitées et pourquoi? Alors c'est vrai qu'on utilise différents traitements qui peuvent avoir potentiellement des toxicités cardiaques dans le cancer du sein, qui sont pas exactement les mêmes. Si on commence par l'herceptine, parce que c'était la question, il peut y avoir des baisses de ce qu'on appelle la fraction d'éjection du ventricule gauche, donc la force de contraction du cœur en quelque sorte, et qui est généralement une toxicité qui est réversible quand on suspend ou quand on interrompt l'herceptine. Donc ça c'est quelque chose finalement d'assez rassurant parce que une fois qu'on aura terminé le traitement ou qu'on l'aura suspendu s'il y a vraiment une nécessité, ça va récupérer. C'est un petit peu différent effectivement des toxicités qui sont liées aux anthracyclines, qui sont donc une des familles de chimiothérapie qu'on utilise très fréquemment dans le cancer du sein, qui peuvent donner des toxicités cardiaques qui sont souvent plutôt retardées dans le temps, donc qui arrivent plutôt à distance, 5 ans, 10 ans après la chimiothérapie, et qui sont cette fois-ci des effets secondaires qui sont irréversibles, mais heureusement qui restent exceptionnels. C'est un peu pareil avec la radiothérapie, c'est plus marqué quand c'est un cancer du sein qui est localisé à gauche parce que le cœur est situé à gauche, et c'est pareil, c'est des toxicités un petit peu retardées avec une atteinte des coronaires. Les radiothérapeutes essayent toujours au maximum d'éviter les organes à risque à côté de la zone à irradier, et en particulier le cœur, pour essayer de diminuer ces effets secondaires-là, et probablement que c'est aussi moindre avec la radiothérapie d'aujourd'hui qu'avec la radiothérapie d'hier, où on était moins bon pour éviter justement ces zones à risque et on avait du coup plus d'effets secondaires cardiaques.
Alors, Rachel nous pose une question qui est vraiment une question importante, c'est l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est une source d'inquiétude dans le traitement. Et c'est une source d'inquiétude aussi pour les médecins parce que de savoir si les patients prennent bien leur hormonothérapie. Pourquoi? Parce que c'est un traitement qui est vraiment important, qui a malheureusement aussi des effets secondaires. Tu peux nous rappeler, Sophie, à quel point l'hormonothérapie a un rôle qui est considérable dans le traitement des cancers du sein, qui doit absolument pas être négligé sous prétexte que c'est une petite pilule au lieu d'être un bistouri ou une perfusion ou une machine de radiothérapie, et à quel point malheureusement ces effets secondaires sont peut-être importants, mais l'effet de l'hormonothérapie sur certaines patientes est vraiment fondamental pour éviter l'évolution métastatique. Oui, alors c'est vrai que l'hormonothérapie, comme tu le dis, est un traitement très important. Il diminue, alors on le donne aux cancers bien sûr hormonodépendants, donc qui expriment les récepteurs aux hormones. Et c'est vrai que c'est des très bons traitements qui sont pas du tout à négliger par rapport à la chimiothérapie ou à la chirurgie et la radiothérapie, qui diminuent dans certaines études près de la moitié le risque de récidive et qui diminuent aussi la mortalité par cancer du sein. Mais c'est sûr que c'est des traitements compliqués parce que c'est des traitements sur le long cours, 5 ans dans les traitements les plus courants, mais maintenant avec des extensions à 10 ans. Et c'est vrai que ça, c'est source d'effets secondaires et que c'est sûr qu'il faut tenir sur le long terme et qu'il faut bien prendre en charge les effets secondaires pour que le traitement puisse être pris. C'est vrai que l'observance, tu l'as évoqué, c'est un enjeu très important. On sait que l'observance avouée est de l'ordre de 70%, et encore c'est dans les études, donc probablement que les patientes sont plus compliantes que dans d'autres, ou en tout cas l'affirment, mais que dans la vraie vie c'est probablement moindre, et donc c'est autant de patientes qui ne reçoivent pas ce traitement qui est effectivement fondamental pour diminuer le risque de récidive. Alors, c'est Carole qui nous pose deux questions intéressantes. On va déjà répondre à la première. Elle nous parle de la prise de poids. Manifestement, nous avons ici beaucoup de jeunes femmes qui nous expliquent que la prise de poids est importante dans les suites du traitement. On le constate effectivement tout le temps. On le constate régulièrement, je veux dire, non pas tout le temps, régulièrement en consultation dans les suites des traitements. Tu peux nous dire pourquoi il est important d'essayer d'éviter cette prise de poids et à quel point l'activité physique, en fait, et un bilan nutritionnel bien fait peut améliorer la situation des femmes jeunes qui ont développé un cancer du sein? Alors c'est vrai que c'est assez fréquent qu'on discute des prises de poids en consultation. Il y a souvent plusieurs choses qui se cumulent. Il y a souvent une fatigue liée au traitement et donc souvent une activité physique qui s'interrompt ou en tout cas qui diminue. L'arrêt souvent du travail qui fait que on est aussi un petit peu plus sédentaire que d'habitude. Il peut y avoir les effets des traitements, le fait que les règles s'arrêtent et qu'il y a parfois une ménopause transitoire. C'est vrai que ça peut donner aussi changer un peu les rapports hormonaux. Mais c'est vrai que c'est important d'essayer de contrôler au maximum cette prise de poids. Il y a souvent malheureusement pas de solution miracle pour la prise de poids, et c'est l'augmentation de l'activité physique et le contrôle des apports alimentaires qui vont permettre de la limiter et de la contrôler. Et c'est vrai que l'activité physique en particulier, c'est une des rares choses modifiables par la patiente elle-même qui a montré un vrai bénéfice en termes à la fois de prévention du cancer du sein pour les patientes qui ne sont pas malades, et à la fois de diminution des effets secondaires des traitements, en particulier de la chimiothérapie, de diminution des effets secondaires de l'hormonothérapie, en particulier les arthralgies, et de diminution du risque de récidive. Donc c'est vrai que ça, c'est très important de continuer à avoir une activité physique régulière, pas forcément très intense, parce que ce qui a été montré, c'est plutôt de faire régulièrement une activité physique, quand même avec une petite un peu d'essoufflement et qui soit quand même un petit peu intense, mais pas forcément faire des choses très très intenses, donc des choses finalement qui sont accessibles pour la plupart des patientes, et donc il y a un vrai bénéfice pour la suite. Et alors, Valou Gabriel Lucie nous dit comment on juge de la durée de l'hormonothérapie, parce qu'au début on lui avait dit 5 ans, 5 ans ça a déjà été difficile. Elle nous dit qu'au bout de 5 ans elle a 10 kilos de plus et que c'est difficile, et là on est en train de lui dire
ok, on va peut-être après 4 ans, on est peut-être parti quand même pour rajouter 5 ans. Mais malheureusement, parce que ça modifie parfois de manière importante la qualité de vie, à noter que par exemple Carole témoigne là dans la discussion qu'elle n'a aucun effet secondaire sous tamoxifène. Donc il y a aussi des femmes qui n'ont pas d'effet secondaire. Mais pour celles qui ont un effet secondaire, c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc pourquoi 5 ans et ensuite 5 ans? Est-ce que tu peux nous dire? Alors ça, c'est vrai que c'est des choses qui ont été modifiées en fait assez récemment. Donc les patientes qui ont déjà commencé l'hormonothérapie depuis quelques années, c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé par rapport à ce qu'on leur a dit au début, mais parce que il y a eu des essais qui ont été publiés, je dirais, dans les 2-3 dernières années, qui ont modifié en fait nos pratiques. Donc c'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était pas forcément les mêmes choses. Et en particulier, le bénéfice de prolongation de l'hormonothérapie a été montré chez des patientes en fonction des facteurs pronostiques initiaux, en particulier par exemple l'atteinte des ganglions. Et c'est vrai qu'il y a des études dans lesquelles ce bénéfice-là était plus marqué chez les femmes jeunes. Donc c'est vrai que c'est plus souvent chez ces patientes-là dont on va en discuter. Donc après, bien sûr, c'est toujours pareil. Il faut trouver le bon rapport avec les effets secondaires et l'acceptabilité de cette hormonothérapie. Mais c'est vrai que voilà, on a effectivement un peu changé nos pratiques dans les dernières années. Alors on voit bien dans cette conversation avec vous, donc comme rappel, on est sur un Facebook Live, on est en direct de l'Institut Curie à Paris. On a la chance d'avoir le docteur Sophie Franck, gynécologue médicale. La thématique aujourd'hui est femmes jeunes et cancer. Cette production est en collaboration avec le réseau de recherche collaborative Sentinelle. On revient sur une thématique qui est quand même répétée là dans les discussions, c'est on a quand même le sentiment, il y a Céline qui nous dit est-ce que les médecins du travail sont sensibilisés aux effets secondaires après traitement? On a Carole qui nous dit est-ce que les effets secondaires sont pas un peu sous-estimés? On a Rachel, je crois, qui nous disait j'ai l'impression que à la consultation, on sous-estime nos effets secondaires et on nous explique surtout qu'il faut prendre le traitement. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une perception, ce qui est différent et qui devrait être mesuré en termes de quelle est la réalité et comment est traitée l'information, mais il y a une perception chez beaucoup de patientes qu'on n'a pas conscience de ça. Est-ce que tu penses quand même que les médecins ont vraiment pas conscience des effets secondaires? Et est-ce qu'on a quelque chose à améliorer, en tout cas dans la transmission aux patientes, pour qu'elles comprennent qu'on perçoit cet effet, mais que probablement on a du mal à en parler, ou on n'en parle peut-être pas assez bien, mais que c'est quelque chose qui est bien perçu. Est-ce qu'il y a un défaut de perception des effets secondaires de nos traitements? Alors c'est sûr qu'il y a probablement un défaut de perception. Il y a aussi, je pense, au moment où on prescrit l'hormonothérapie, je pense qu'il est important de rappeler l'intérêt de l'hormonothérapie, parce que c'est aussi toujours plus facile de prendre un traitement quand on comprend pourquoi on le prend, et ça c'est probablement effectivement pas assez expliqué, parce que c'est un peu on se dit c'est un petit comprimé, voilà. Donc c'est vrai qu'on prend pas toujours le temps de le faire, et après c'est sûr que dans les consultations de suivi, probablement qu'on n'écoute pas assez nos patientes sur les effets secondaires, et qu'il y a des contraintes de temps qui gênent toujours un petit peu, mais que c'est important d'écouter, justement, comme on disait tout à l'heure, pour essayer d'encourager les patientes à prendre ce traitement sur le long terme. Et c'est vrai que tu as évoqué le médecin du travail, c'est pareil, c'est souvent un petit peu sous-estimé, et les séquelles du traitement sont souvent un petit peu sous-estimées. Je pense quand même que les choses s'améliorent. Il y a souvent dans la reprise au travail la possibilité de reprendre à mi-temps thérapeutique, en tout cas à temps partiel thérapeutique, et ça je trouve que c'est généralement un bon moyen de remettre un pied au travail, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. On est souvent très entouré et très soutenu au moment où il y a la chimiothérapie, où il y a plein d'effets secondaires et tout le monde comprend parce que il y a pas les cheveux, etc. Et qu'après c'est un peu, tout le monde a très envie de vite oublier tout ça et que c'est pas facile à vivre. Alors, on a, à propos des traitements, un traitement qu'on n'a pas évoqué, on a parlé d'hormonothérapie, une des molécules, alors on pense souvent au tamoxifène chez les femmes jeunes. Il y a une molécule qui est souvent utilisée, qui est le décapeptide. Il y a Carole et Yaya qui, toutes les deux, posent la question de quels sont les effets secondaires du décapeptide. Et puis Carole va plus loin dans sa question, elle dit ok, on m'a mis sous décapeptide, on m'avait dit qu'en prenant du décapeptide, ça allait protéger éventuellement ma fertilité, et malheureusement, au décours de tout ça, il semblerait que c'est eu un impact sur la fertilité. Le traitement du cancer ait un impact éventuellement sur la fertilité de Carole. Alors, deux questions. La première, c'est peux-tu nous dire les effets secondaires du décapeptide?
Et est-ce que vraiment on est certain, quand quelqu'un n'a pas de fertilité après une grossesse, avec ou sans décapeptyle, est-ce que c'est vraiment toujours l'effet du traitement, ou est-ce que c'est l'effet de la situation aussi? Alors c'est vrai que le décapeptyle, donc c'est un médicament qui met les ovaires au repos, donc on crée une ménopause artificielle transitoire liée à ce traitement. On l'utilise effectivement en cours de chimiothérapie dans l'idée de protéger les ovaires de la toxicité de la chimiothérapie. On a des études qui nous ont montré que ça a augmenté le taux de retour de règles après chimiothérapie et les taux de grossesse et d'enfants nés issus de ces grossesses après chimiothérapie pour un cancer du sein. Mais c'est sûr que ça n'est pas une garantie malgré tout. Et en fait, quand on arrête ce traitement, on retourne un peu à l'état antérieur. Donc c'est vrai que dans nos patientes qu'on traite, il y a aussi probablement des patientes infertiles mais qui ne le savent pas forcément, parce qu'on peut savoir qu'on est infertile que si on a essayé de tomber enceinte. Et donc il y a des patientes qui n'ont pas toujours eu le temps malheureusement avant leur diagnostic. Et donc c'est vrai que c'est pas systématique qu'il puisse y avoir un bénéfice derrière. Et puis on a montré ça a augmenté le taux de grossesse après la chimiothérapie, mais que c'était pas non plus une garantie à 100%. Et puis dans le début de ta question, il y avait une autre question. C'est vrai que le décapeptyle, on l'utilise aussi dans le contexte de l'hormonothérapie. Donc vraiment ensuite, parfois en association avec le tamoxifène ou avec d'autres molécules, les anti-aromatases, parce qu'on a des études là qui ont montré que c'était meilleur en termes de diminution du risque de récidive par rapport au tamoxifène, en particulier chez les femmes jeunes. Donc voilà, on l'utilise dans ces deux indications. Donc oui, effectivement, là on voit qu'un certain nombre de réactions sur le fil des internautes qui nous suivent. Il y a effectivement une situation où dans la partie du traitement dur, que sont la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, les patientes se sentent souvent beaucoup mieux entourées que dans le traitement au long cours de 5 à 10 ans. Je peux dire, étant aussi soignant, que ça correspond plutôt à une situation qui est liée au fait qu'on est en état d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a une épidémiologie du cancer qui est gigantesque. Après, les relations peuvent être variables entre un médecin et son patient, mais l'épidémiologie du cancer fait que probablement on n'a pas suffisamment de temps et de médecins disponibles pour prendre en compte individuellement chacun des cas et s'adapter au mieux. Et on est paradoxalement dans une situation d'urgence et on a des conduites, nous, en tant que médecins, qui sont d'urgence, et donc on va probablement à l'essentiel et pas assez aux détails. On s'en excuse, mais ça s'améliorera essentiellement aussi si les citoyens se mettent à reporter ça de manière plus importante. Et il y a probablement des circuits alternatifs à créer par les réseaux des gynécologues de ville, par les réseaux de médecins généralistes, par les réseaux de toute une série de personnes formées pour accompagner les patients dans ce qui est plutôt l'après-cancer. Et l'hormonothérapie, malheureusement, dure longtemps et donc dans l'après-cancer, mais elle est extrêmement importante. Chaque année, il y a des milliers de femmes qui ne développent pas de métastases grâce à la prise de ces médicaments. Et ça, il faut bien l'entendre. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc en fait, c'est pas moi qui suis venu parler à cette conférence, c'est toi. Mais du coup, j'ai pris la parole. J'espère qu'on est d'accord. Une question importante qui est posée, et il est 19h10, c'est sur l'intimité et la sexualité. C'est vrai que ça, c'est un sujet, alors on l'aborde pas du tout, nous, en tant que chirurgiens. Les radiothérapeutes l'abordent pas du tout. Les oncologues médicaux, peut-être les abordent un peu. Et puis les gynécologues médicaux comme toi, par contre, doivent l'aborder normalement un peu plus que tout le monde. Alors, quel est l'impact en fait de ce parcours de soins très compliqué qu'est le cancer chez la femme jeune sur la sexualité, et puis à quel point finalement ce parcours de soins qui impacte éventuellement la sexualité impacte par conséquence aussi la fertilité. Est-ce qu'on a des chiffres et est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Alors des chiffres, c'est toujours difficile, c'est souvent des petites séries. En tout cas, c'est sûr que le parcours d'un cancer, l'annonce, diagnostic d'un cancer, ne serait-ce que ça, a bien sûr un impact sur l'intimité et la sexualité. C'est vrai qu'il y a à la fois le psychologique, la détresse à l'annonce d'un diagnostic aussi important, et puis bien sûr les conséquences du traitement. En particulier, il y a pas mal de nos traitements qui peuvent donner une sécheresse vaginale, et donc ça, bien sûr, ça va avoir un impact sur la sexualité.
Et puis, tous ces traitements vont aussi avoir un impact sur son image corporelle. S'il y a une chirurgie mammaire, même si elle a été conservatrice, il y a une cicatrice sur un organe qui est quand même un organe qui fait partie de la sexualité. Il y a la perte des cheveux, effectivement, si on parle de prise de poids, tout ça, ça change l'image corporelle et donc ça va avoir un impact sur la sexualité et l'intimité. Et puis, toutes ces difficultés psychologiques dans les suites du traitement, la chimiothérapie, etc., ça a un impact aussi, bien sûr. Alors, il y a une question importante de Pascaline. On a gardé cette question de côté, mais il faut y répondre. Pascaline, elle est très précise. Elle a fait une préservation de la fertilité qui a permis de mettre dans une banque d'un centre de traitement de la fertilité 2 embryons qui sont très précieux. Elle est sous hormonothérapie maintenant par tamoxifène. La question, c'est qu'au bout de 2 ans, on lui évoque la possibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, d'arrêter l'hormonothérapie. Et elle nous pose comme question très précise, est-ce qu'il faut mieux avoir une période, d'abord, quand on arrête le tamoxifène, quelle est la durée, alors ça c'est moi qui rajoute la question, mais quelle est la durée d'attente avant de commencer vraiment à avoir un projet de grossesse. Et elle dit, est-ce qu'il vaut mieux essayer d'abord d'avoir une grossesse naturellement, ou est-ce qu'il faut d'emblée, tout de suite, essayer avec les 2 embryons? C'est quoi la meilleure stratégie dans cette situation? Alors, la première question, c'était le temps d'arrêt du tamoxifène. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, le tamoxifène a un effet malformatif chez les embryons en formation. Et après l'arrêt, il faut au moins une période de 3 mois avant de pouvoir mettre en route une grossesse pour que le produit soit complètement éliminé et qu'il n'y ait plus de risque de ce côté-là. Ensuite, pour les possibilités de grossesse, c'est vrai que, encore une fois, les grossesses spontanées sont possibles après cancer du sein et même après une chimiothérapie pour un cancer du sein. Et que on a tendance plutôt à d'abord laisser essayer les patientes de leur côté une grossesse spontanée et donc pas forcément se tourner d'emblée vers ce qui a été préservé, en particulier là les embryons. Ce sera plutôt en cas d'échec où on va se tourner vers ce qui a été préservé parce que c'est vrai que les grossesses spontanées ont un taux de complication. Alors ça on le sait, des patientes dans le contexte de l'infertilité ont un taux de complication un tout petit peu moindre que des grossesses qui ont été aidées médicalement. Donc c'est vrai qu'on conseillerait plutôt une grossesse spontanée. D'abord, en tout cas. Alors on voit dans le fil de discussion Carole qui nous parle des mutants de BRCA1 et BRCA2. Ce ne sont pas des mutantes, ce sont des gens qui sont porteurs d'une mutation du gène BRCA1 et BRCA2. Et elle pose la question du suivi chez ces femmes jeunes. Quel est le standard qui est bien établi pour les gens qui ont une mutation BRCA1 et BRCA2 de surveillance et qu'est-ce qu'on surveille? Est-ce que tu peux nous dire? Alors ça, c'est vrai qu'on a des recommandations très précises, à la fois nationales et puis internationales, parce qu'on est assez cohérent au sein du monde médical à travers le monde. Pour les patientes qui sont porteuses de mutations BRCA, que ce soit BRCA1 ou BRCA2, il y a une surveillance mammaire principalement, avec l'association d'une IRM, d'une mammographie et d'une échographie sur un rythme annuel à partir de l'âge de 30 ans pour les patientes, même celles qui n'ont pas de cas de cancer, avec une palpation des seins 2 fois par an. Il y a aussi l'alternative d'une chirurgie préventive mammaire avec une mastectomie préventive bilatérale, mais ça Fabien en parlera presque mieux que moi. Et puis l'autre risque majeur, c'est le risque de cancer de l'ovaire, où au jour d'aujourd'hui on n'a pas de bons examens de dépistage pour le cancer de l'ovaire, et donc on recommande une chirurgie préventive qui s'appelle donc une annexectomie. On enlève les ovaires et les trompes préventivement à partir de l'âge de 40 ans pour les patientes porteuses d'une mutation BRCA1 et 45 ans pour BRCA2. Il y a d'autres risques qu'on surveille parce que c'est des mutations compliquées, donc on suit nos familles. Il y a probablement pour les patientes qui sont porteuses d'une altération BRCA2 un surrisque peut-être de mélanome, donc on recommande une surveillance dermatologique clinique 1 fois par an. Et puis il y a d'autres choses en fonction des familles qu'on va adapter. Si par exemple il y a des cas de cancer du pancréas, on peut parfois discuter de surveillance de cet organe-là, mais ça c'est vraiment à adapter au cas par cas. Alors, il y a Carole Navad qui fait partie de l'association Génétique Cancer. C'est une association qui est venue récemment faire une conférence auquel nous avons participé. Je ne sais plus si toi non, tu faisais pas partie, mais il y avait plein de gynécomèdes et de généticiens qui ont participé récemment à une conférence à l'Institut Curie. On rappelle que Génétique Cancer vient de faire une brochure
de grande qualité qui est illustrée par la dessinatrice Lillison sur le risque et la prise en charge des cancers du sein. Et elle nous dit, là elle insiste, elle dit non, c'est pas tous les ans, c'est tous les 6 mois et pas tous les ans la surveillance des gens qui ont une mutation BRCA1, BRCA2. Puis elle dit, nous on revendique le fait de s'appeler d'être des mutantes et non pas des patientes porteuses de mutations. Donc peut-être que pour une fois, c'est moi qui fais attention trop à ce que je dis. Elles sont beaucoup plus directes, les dames de Génétique Cancer. Tu penses quoi sur la surveillance tous les 6 mois? Est-ce que tu peux redire précisément parce que... Oui. Alors c'est vrai que dans nos recommandations, encore une fois nationales, donc c'est les recommandations de l'INCa 2017, on associe l'IRM, la mammographie et l'échographie une fois par an. Il y a eu effectivement beaucoup d'études sur l'alternance des examens, par exemple faire une mammo-écho et puis 6 mois après faire une IRM. Il n'a pas été montré, en fait, ce qu'on essaye de diminuer, c'est ce qu'on appelle les cas de cancer de l'intervalle, c'est-à-dire les cancers qui apparaissent entre 2 séries d'examens. Malheureusement, il y a toujours des cas de cancer qui apparaissent entre 2 examens, des cancers probablement qui apparaissent rapidement. Et en fait, ce taux est le même, qu'on fasse des examens tous les 6 mois ou qu'on les fasse tous les ans. Donc c'est vrai que ça paraît plus logique de le faire qu'une fois par an, parce que c'est déjà suffisamment contraignant de faire ça tous les ans à partir de l'âge de 30 ans, et que en fait on n'a pas de vrai argument médical pour le faire plus souvent, parce que on diminue pas ce taux de cancer de l'intervalle. Alors il y a Caro Lynn, j'ai encore progressé dans les acronymes, qui nous dit mais une mammo et une écho une fois par an en post-traitement, est-ce que c'est suffisant? On rappelle que quand on est avec des femmes jeunes, effectivement il y a un certain nombre qui sont suivies dans ce contexte de femmes à risque, d'autres qui sont pas dans le contexte femmes à risque. Est-ce que tu peux différencier des femmes jeunes à risque et des femmes jeunes considérées non à risque, et est-ce que les surveillances diffèrent dans les 2 cas? Alors c'est vrai que pour les patientes jeunes, on a discuté donc de l'ajout de l'IRM dans la surveillance, en particulier pour les patientes qui sont porteuses d'une altération génétique de prédisposition au cancer. On en discute parfois même quand on ne trouve pas d'altération génétique, quand il y a un contexte familial, parce qu'on se dit on est quand même prudent, on ne connaît pas toutes les mutations génétiques qui expliquent les histoires familiales ou les histoires personnelles, et donc il y a parfois des patientes sans mutation chez qui on recommande quand même l'IRM mammaire dans le suivi. Ensuite, chez les patientes qui n'ont pas ni de mutation ni de contexte familial, c'est vrai que les examens qu'on fait à titre systématique restent la mammographie et l'échographie, qui sont quand même des bons examens. Donc je rappelle qu'on est toujours en direct de l'Institut Curie dans le cadre d'une conférence Facebook live du réseau de recherche collaborative Sentinelle, qu'on a la chance d'avoir Sophie Franck, gynécologue médicale à l'Institut Curie, pour parler des femmes jeunes et cancers. La conférence est déjà là depuis 50 minutes, il nous reste 10 minutes. Véronique nous a posé une question en nous disant « Et le HER2 dont je suis porteuse, point d'interrogation ». Est-ce que vous pouvez préciser votre question et je vous promets on y répond. Quels sont les standards de surveillance pour les patientes jeunes? Yaya, on vient de répondre, mais là vous posez une question très particulière parce que je n'avais pas déroulé toute la question. C'est dans le contexte d'un lymphome hodgkinien. J'ai été traité par des chimiothérapies de type ABVD pour un lymphome hodgkinien. Est-ce qu'on est à risque de cancer du sein quand on a eu un lymphome à 20 ans? Et combien de temps après? Ce sont ça les questions, et c'est vrai que c'est une vraie question importante, et on va le rappeler là ici. Alors c'est vrai qu'il y a une surveillance particulière pour les patientes qui ont été traitées par exemple pour un lymphome. En fait, c'est pas tellement lié au protocole de chimiothérapie qui a été reçu, c'est lié à la radiothérapie. C'est des cancers pour lesquels on fait souvent ce qu'on appelle une radiothérapie en mantelet, c'est-à-dire une radiothérapie de la partie supérieure du thorax, et en fait qui inclut les glandes mammaires. Et donc c'est à cause de ça qu'il y a effectivement été décrit un surrisque de cancer du sein. On commence du coup une surveillance renforcée avec, en fait, comme pour les patients porteuses de mutation BRCA, l'IRM, la mammographie et l'échographie, et on le commence généralement 7 à 10 ans après le traitement, la radiothérapie pour par exemple le lymphome. Donc les patientes, on est d'accord, les patientes qui ont eu un lymphome hodgkinien, finalement, il faut les suivre quasiment comme des femmes qui auraient une mutation du gène BRCA1.
et elles doivent rentrer dans le même type de surveillance pour qu'ensuite on puisse éventuellement leur proposer, enfin qu'on puisse leur proposer, qu'elles puissent choisir éventuellement de faire une prophylaxie ou de faire une surveillance. Est-ce qu'il y a une différence entre, alors c'est moi qui pose la question et pas les internautes, mais du coup je vais rebondir sur cette question-là, c'est y a-t-il une différence entre une option et une indication? Est-ce qu'on a le choix de faire une surveillance ou de faire une chirurgie prophylactique quand on est une femme jeune et qui a un risque très fort de cancer du sein, ou quelle est la différence entre option et indication? Est-ce que tu peux préciser ça? Parce que ça, c'est souvent quelque chose qui est difficile à expliquer. Alors c'est vrai que si on se remet par exemple dans le cadre de patientes qui sont porteuses de mutations BRCA, pour la prise en charge mammaire, c'est effectivement une option de pouvoir choisir la mastectomie prophylactique. Au jour d'aujourd'hui, dans les études qu'on a, on n'a pas montré de différence dans la survie de nos patientes, qu'elles aient été surveillées ou qu'elles aient été opérées à titre préventif. Elles ont bien sûr pas le même parcours médical parce que dans les patientes qu'on a surveillées, on a fait malheureusement des diagnostics de cancer, mais des cancers suffisamment petits pour qu'on les traite bien et que donc on n'ait pas d'impact à long terme. Maintenant, c'est sûr que c'est un choix très individuel des patientes. Si l'objectif c'est vraiment de prévenir le cancer et d'éviter les traitements du cancer, c'est plutôt vers la chirurgie qu'on va se tourner. Voilà, donc ça je pense c'est un peu les arguments. C'est par exemple différent si je rebondis sur la question de la recommandation. Par exemple sur le plan ovarien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bons examens de dépistage, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Et donc là, on laisse un peu moins le choix aux patientes et on recommande la chirurgie préventive ovarienne. Là, au niveau des seins, on va vraiment être dans la discussion et dans l'option des avantages, inconvénients, parce que bien sûr, sur le plan chirurgical, c'est pas banal comme chirurgie, il y a des conséquences, potentiellement des complications. Donc voilà, on met tout ça dans la balance et puis on en discute. Alors là, il y a une question de Marie-Laure, qui vient d'arriver sur le réseau apparemment, et qui nous dit j'ai un traitement pour un cancer du sein hormonodé à plein dents. J'ai eu une chimiothérapie, une radiothérapie l'année suivante, et j'ai fait une tumeur borderline de l'ovaire avec une ablation des trompes et de l'ovaire. Est-ce qu'on doit faire une recherche génétique? Apparemment, son cancer du sein, elle l'a eu à 39 ans. Alors, est-ce que l'association cancer du sein à 39 ans et tumeur borderline, d'abord tu vas nous dire ce que c'est qu'une tumeur borderline, parce que là, c'est pas très vulgarisé comme mot. Est-ce que c'est la même chose qu'avoir un cancer du sein et un cancer de l'ovaire, en termes de recherche génétique? Alors c'est effectivement pas tout à fait pareil. Une tumeur borderline de l'ovaire, c'est une tumeur qui est à la limite entre la bénignité et la malignité. Donc c'est pas véritablement un cancer de l'ovaire. Et effectivement, ça n'a pas la même signification en termes de risque d'être porteuse d'une prédisposition génétique. Dans les prédispositions génétiques, encore une fois qu'on connaît le mieux, donc BRCA1 et BRCA2, il y a une association entre le cancer du sein et le véritable cancer de l'ovaire, et pas d'augmentation du risque de la tumeur borderline de l'ovaire. Donc c'est vrai que pour cette patiente, après, bien sûr ça dépend de ses antécédents familiaux, mais on ne va pas prendre en compte la tumeur borderline de l'ovaire pour discuter de la recherche d'une prédisposition génétique, mais plutôt chercher son sous-type de cancer du sein, est-ce qu'elle a des antécédents familiaux, etc. Et alors là, on a Maëva. Bonsoir Maëva, qui nous dit moi dans ma famille j'ai beaucoup de femmes jeunes et de femmes moins jeunes qui ont développé des cancers du sein. Personne n'arrive à comprendre s'il faut ou pas faire une enquête génétique. Comment on fait pour savoir si on doit faire une enquête génétique? On s'adresse à qui là? Je suis quelque part où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Je vais où pour me faire prendre en charge? Alors, faut poser la question aux services dont c'est l'expertise, c'est-à-dire des services d'oncogénétique. Donc, il y en a par exemple à l'Institut Curie, mais il y en a un petit peu partout en France. Pour poser la question, généralement, on demande de reconstituer l'arbre généalogique avec effectivement quelles personnes dans la famille ont été atteintes de quel cancer à quel âge. On essaye au maximum de récupérer les éléments du dossier médicaux. Et effectivement, à la lecture de cet arbre généalogique, on propose un test génétique. Alors, c'est vrai que on propose plutôt d'abord une recherche génétique chez une personne qui a été atteinte d'un cancer pour pouvoir être le plus performant pour cette recherche. Voilà. Donc moi, ma question, c'est une autre question, c'est finalement chez les femmes chez qui on fait une recherche de mutation, une recherche de modification d'un gène qui expliquerait le cancer, c'est quoi globalement la proportion sur 100 femmes qu'on teste? On trouve combien de fois une modification d'un gène qui explique le cancer, qui peut expliquer le cancer?
Alors tout dépend dans quelle population on se situe, mais par exemple en général chez des patientes qui ont été traitées pour un cancer du sein, c'est vrai que on explique qu'une petite partie, on explique entre 5 et 10% des histoires familiales de cancer, donc ça veut dire qu'il y a 90% d'histoires familiales qu'on n'explique pas bien. Alors bien sûr, c'est dépendant du type d'histoire familiale, il y a des histoires familiales les plus sévères qu'on explique un peu plus, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de choses à découvrir encore, et ça me fait rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de femme à risque, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qu'on va suivre un peu comme si elles étaient porteuses d'une mutation génétique, en étant prudent et en les surveillant de manière un petit peu renforcée. En fait, effectivement, dans l'hypothèse, quand on a une histoire familiale très sévère, que c'est peut-être juste une prédisposition génétique qu'on ne connaît pas encore, et donc on préfère être plus prudent et les surveiller de manière renforcée. Donc on arrive à 5 minutes de la fin de la conférence, on est toujours en direct de l'Institut Curie, on a toujours la chance d'avoir Sophie Franck, gynécologue médicale à l'Institut Curie, qui s'occupe de cancer du sein, de cancer de l'ovaire et de génétique. Alors est-ce qu'il y a encore quelques questions? Il faut se dépêcher parce qu'il nous reste plus que 5 minutes. Si on voit pas de questions tomber tout de suite, on nous dit plusieurs fois on n'a pas donné les effets secondaires. C'est Yaya qui nous dit on n'a pas donné les effets secondaires du décapeptile. Mais si, on a déjà répondu aux effets secondaires du décapeptile. Alors tu peux les rappeler très brièvement et puis on reprendra une question avant de finir. Les effets secondaires du décapeptile, c'est les effets secondaires globalement de la ménopause en quelque sorte, donc bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, on surveille aussi l'os parce qu'il peut y avoir une déminéralisation osseuse et un risque d'ostéoporose un peu plus important quand on le prescrit au long cours. Voilà, c'est principalement ça les choses les plus importantes. Alors là, on a les timides qui viennent de commencer à nous poser des questions, qui vont nous demander à peu près 1h30 pour vraiment répondre de manière précise, mais on va essayer de répondre de manière beaucoup plus brève. Camille, elle nous dit, peut-on déterminer si nos ovocytes sont porteurs de la modification génétique qui explique mon cancer du sein? C'est une vraie question importante. Alors effectivement, il y a des techniques, on appelle ça de diagnostic préimplantatoire, pour aller tester les ovocytes ou les embryons plutôt, pour savoir s'ils sont porteurs ou non de la mutation. C'est quelque chose qu'on a plutôt développé pour des mutations, d'autres mutations génétiques, mais on commence à se poser la question effectivement pour les mutations BRCA. C'est soumis à l'acceptation d'un comité d'éthique qui s'appelle les CPDPN pour que le dossier soit accepté. Et ensuite, c'est une démarche très longue parce qu'il faut à peu près 2 ans entre le temps d'attente et le temps de créer la technique au laboratoire pour pouvoir faire ce test. Et ça sous-entend qu'il faut forcément passer par une technique de procréation médicalement assistée parce qu'il faut qu'on puisse créer des embryons à l'extérieur du corps, donc même pour des patientes fertiles et qui n'auraient pas besoin de ça, on est obligé de faire ça pour pouvoir aller effectivement savoir quel embryon est porteur et donc ne faire le choix que de ne réimplanter les embryons qui sont non porteurs. Il y a eu quelques cas de demande effectivement en France, quelques cas acceptés, mais à ma connaissance pas encore de patientes qui sont allées au bout de la démarche et qui ont été mettre en route une grossesse. Alors, on va répondre à une question de Véronique Véroline Tellier qui est là depuis le début de la conférence et j'ai pas répondu à ces questions sur les cancers du sein HER2. C'est pas une question qui est forcément spécifiquement liée aux femmes jeunes. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce que tu peux nous rappeler simplement ce que c'est que les patients avec des cancers HER2 et est-ce qu'il y a quand même quelques spécificités liées au jeune âge dans ce contexte? Alors effectivement, les cancers du sein HER2, donc ils surexpriment une protéine qui s'appelle HER2. C'est très important nous pour établir le traitement puisqu'on a des anticorps anti-HER2 donc ciblés contre cette caractéristique-là, qui ont montré vraiment un bénéfice très important et qui ont vraiment c'est un facteur qui était initialement de mauvais pronostic et en fait on a rattrapé ce facteur grâce au traitement. C'est vrai que c'est un petit peu plus fréquent chez les femmes jeunes, donc on se pose un peu plus cette question plus souvent. Voilà, mais finalement le traitement va être décidé pas tellement en fonction de l'âge, mais en fonction vraiment de la caractéristique tumorale. C'est juste que c'est un petit peu plus fréquent chez les femmes jeunes. Alors, on termine par 2 questions. L'une de Véronica, c'est de manière relativement courte parce qu'on est en train de dépasser l'horaire. Existe-t-il des traitements pour éviter les récidives chez une patiente porteuse d'un cancer du sein triple négatif?
Tu pourrais éventuellement évoquer les nouveaux traitements qui commencent à arriver. Oui, effectivement. Alors, bien sûr, il y a la chimiothérapie conventionnelle. Dans la chimiothérapie, on discute de parfois privilégier certains types de chimiothérapie, par exemple le Taxol plutôt que le Taxotere. Parfois d'y ajouter une autre molécule de chimiothérapie qui s'appelle le carboplatine, ça nous arrive aussi. Et puis dans les cancers du sein triple négatif, il y a plus fréquemment des mutations BRCA. Et c'est vrai qu'on réfléchit à une autre classe de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de PARP, qui ont montré des très bons résultats dans les cancers de l'ovaire associés aux mutations BRCA. Et qu'on étudie dans le cancer du sein, justement dans l'espoir de diminuer le risque de récidive. En 2 mots. Et enfin, moi, je vais plutôt réagir. C'est pas une question. C'est Caroline qui fait une remarque. Les jeunes sont trop souvent mises de côté, mais je vois que les choses changent. Merci. Je ne veux plus entendre un médecin dire, mais non, ça ne peut pas être un cancer. Vous êtes trop jeune. Effectivement, c'est une situation qui peut arriver à un certain nombre de femmes jeunes, parce qu'effectivement, la fréquence des cancers chez les femmes jeunes est rare et qu'il est difficile parfois pour certains médecins de se dire c'est un cancer. Est-ce qu'il y a des retards ou pas à la priorité d'une femme jeune qui est d'abord considérée comme étant pas porteuse d'un cancer du sein parce qu'elle est jeune? Je crois que l'information et la formation des médecins progressent constamment, que cette situation va se réduire de plus en plus et que malheureusement elle a pu arriver et un certain nombre de femmes ont pu être confrontées à ça. On vous remercie toutes d'avoir été présentes pendant cette conférence. Je remercie Sophie. Merci Sophie. Merci de m'avoir invité. Donc Sophie Franck, qui est gynécologue médicale à l'Institut Curie, qui actuellement s'occupe de génétique beaucoup et puis de cancer du sein et de cancer de l'ovaire particulièrement. On est en direct de l'Institut Curie. C'est une conférence du groupe de recherche collaborative Sentinelle de l'Institut Curie et de l'Université Paris-Descartes. 2 rappels importants. Vous avez pour les femmes jeunes actuellement une étude sur le réseau de recherche collaborative Sentinelle qui s'appelle FEERIC, qui recherche à mieux comprendre l'impact des traitements sur la fertilité, la grossesse et la contraception. Et une deuxième étude va arriver sur le réseau de recherche collaborative qui sera probablement sur la sexualité et le cancer et qui peut intéresser les femmes jeunes. Et enfin, nous allons organiser bientôt une conférence, non pas par Facebook, mais en direct dans un amphithéâtre de l'Institut Curie sur femmes jeunes et cancer. On vous remercie infiniment. Cette conférence a eu lieu grâce à Lauriane Bassoleil, Laura Sablon, Guillemette Jacob, l'Institut Curie, le réseau recherche collaborative. Merci, bonne soirée, à bientôt.